L'invité du matin, c'est Donald Kabasele, coordonnateur des communicants de l'Union sacrée de la Nation. Il est avec nous. Donald Kabasele, bonjour. Bonjour. Monsieur le coordonnateur. Bonjour, monsieur Crispin. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Donc, c'était plus qu'un honneur que d'être reçu par monsieur Crispin. Merci beaucoup. Il n'y a pas longtemps, vous étiez à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, l'actualité, c'est le mini-sommet de Luanda qui a produit un communiqué final demandant au M23 de pouvoir libérer dans 24 heures. Donc on parle de vendredi 25 novembre 2018 à 2022 à 18 heures. Les M23 devront quitter les positions qu'ils occupent. Comment avez-vous trouvé ces communiqués en général? D'abord, en tant que compatriotes, nous sommes contents de la compassion que les autres États éprouvent à l'endroit de l'agression que subit la République démocratique du Congo. Dans le communiqué... La compassion. La compassion, parce qu'effectivement, les États présents à ce mini-sommet de Luanda se sont montrés compatissants, se sont montrés solidaires à la République démocratique du Congo, en condamnant d'un ton ferme le M23. Mais peut-être, le petit bémol, c'est qu'on aimerait bien qu'au mini-sommet de Luanda, qu'on désigne effectivement le vrai commanditaire de ce M23, qui est le Rwanda, dont le président d'ailleurs a brillé par l'absentéisme. Parce qu'ici, on demande cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant à l'est de la République démocratique du Congo, sans nommer directement les Rwandais. Bon, en fait, c'est un peu ça, en fait. Bon, je me dis, dans la diplomatie, il y a certainement de langage du couloir diplomatique qui peut faire en sorte qu'on ne cite pas. Mais ici, il est clair que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Alors, sans trop se cramponner sur ces petits aspects, citer les Rwandais ou pas citer les Rwandais, nous saluons le ton qui a été utilisé, parce qu'il est ferme. On donne même des dates précises. On vous dit, le vendredi à 18 h, si rien ne fait dans le rang de M23, eh bien, c'est la force de feu. J'analyse ça sur deux aspects. Il faut d'abord reconnaître les efforts louables que nos FARDC ont pu mener sur le terrain, qui ont déjà défenestré l'ennemi. Aujourd'hui, vous avez suivi des informations, avant que le communiqué de Luanda ne soit lu, eh ben, les FARDC ont frappé copieusement les rebelles, les agresseurs du M23, qui sont en débandade. Ils ont abandonné plusieurs positions. On ne va pas citer Kiwanja, toutes les zones qu'ils étaient en train justement d'occuper. Ils les ont libérés. C'est d'abord sur base de frappe de notre armée. Donc déjà avec notre armée, on pouvait bien être sûr que jusqu'au vendredi, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien, le M23 se retirerait. Parce qu'ils ont commencé à se retirer. Donc d'abord, toute la louange, elle revient au FARDC et au commandant suprême des FARDC. Alors que le sommet, le mini-sommet de Luanda ajoute un plus pour dire cette fois-ci, tout au plus tard vendredi, bien ça vient s'ajouter aux efforts déjà consentis, déjà effectifs, déjà opérationnels sur terrain. Et donc, nous pensons que c'est bien. Mais, vous savez, il y a un aspect important, c'est que ce mini-sommet a réuni certains chefs d'État qui sont très imposants. Ici en Afrique, nous avons le Kenya, nous avons le Burundi, vous voyez. Nous avons l'Angola. Ces chefs d'État étaient là. Il y a Joao Emmanuel Conslaves Lorenzo d'Angola, et Évariste Ndayishimiye, président de la République et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui était là. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale
en représentation de son Excellence Paul Kagame, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Voilà, ils étaient là. Ça voudrait dire que la République démocratique du Congo est en train encore de croire à la diplomatie régionale qui a été activée. Voilà ce qui justifie la présence personnelle et physique du président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais parce que le Rwanda... Il avait refusé de se rendre en Tunisie pour prendre part... Non mais oui, parce que ici, nous sommes focus sur un fait. C'est que l'agression de notre pays par le Rwanda doit cesser. Et pour ça, le chef est prêt à se déplacer. Et pas pour d'autres rendez-vous. Pas pour d'autres rendez-vous. Parce que pour l'instant, ce qui est prioritaire, et pour les Congolais, et pour la communauté internationale, si jamais elle est prise de paix, c'est d'abord la paix ici, en République démocratique du Congo. C'est comme ça que le chef se déplace vers le Rwanda, parce qu'il croit encore à cette diplomatie qui ne lui empêche pas de mener des actions répressives sur terrain. Alors, l'absence de Kagame, vous voyez, c'est comme on dit, celui qui se sent mauvais, il se mouche. Hein? Celui qui sait qu'il a un problème, vous allez comprendre, un Judas, quelqu'un qui doit avoir trahi, on le sent. Tout le monde était présent, sauf Kagame. Ça me rappelle un peu la méthode qui a toujours été utilisée par ces tyrans, parce qu'il faut l'appeler ainsi, le président Kagame. Il s'est toujours comporté comme ça. C'est là d'ailleurs que je tire la sonnette d'alarme. Son absence veut simplement dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est fait. Et parce qu'il n'est pas d'accord, c'est quelqu'un qui joue beaucoup à la diversion. Vous allez vous rappeler, à l'époque des accords d'Arusha, là, il y avait encore son prédécesseur, le président Juvenal Habyarimana. Ils sont partis, parce que c'était un conflit interne au Rwanda, ils sont partis aux négociations. Et pourtant, un plan d'assassinat d'un président était déjà prévu. On revient d'Arusha, le président Habyarimana n'est plus. Les accords de Lusaka, là nous sommes ici dans notre pays. Le président Mouzé Laurent Désiré Kabila était engagé à ces accords de Lusaka. Il fallait trouver des solutions entre le groupe qui était en train justement d'inquiéter la paix et la stabilité du pays. On a cru à cet accord de Lusaka et pourtant il y avait un plan B. Il fallait assassiner le président Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est un peu comme ça que Kagame et ses mentors se comportent. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'estime que notre pays est arrivé à un moment où nous nous sommes imposés par la force. Nous avons vaincu l'ennemi qui a été vanté par l'ONU. Nous sommes en train de vaincre cet ennemi qui a été vanté par l'ONU. Ça veut dire, vous vous rappelez de la sortie médiatique du secrétaire général de l'ONU qui a dit que le M23 c'était une armée conventionnelle avec le moyen, la logistique, l'équipement que l'ONU ne pouvait pas défaire. Donc l'ONU était incapable de défaire le M23. Revenons sur ce que vous venez de donner comme argumentaire qui doit réveiller les Congolais pour ne pas tomber dans les traquenards de l'ennemi, pour dire que nous avons signé, il y a le communiqué final qui demande le retrait immédiat de M23, c'est fini, c'est la fin. Mais vous avez démontré que le Rwanda a toujours joué le jeu des dupes, signé l'accord et puis appliqué le plan B. Et quand on applique les plans B, les accords tombent caducs. Donc en réalité, c'est comme ça qu'il se comporte. Je vais vous donner un autre exemple. Nous sommes au sud Kivu en train de négocier avec Montebussi. Au nord Kivu, c'est le CNDP qui naît. Le CNDP naît. Alors, on a un nouveau problème, il y a le CNDP. Il faut continuer à négocier. On négocie avec le CNDP, on les intègre dans l'armée. À l'époque du président Kabila. Ils sont intégrés dans l'armée.
Quelque temps après, c'est le M23 qui survint. On a abandonné les CNDP. Maintenant, c'est le M23. Les CNDP étaient déjà intégrés dans l'armée congolaise. On va avec le M23. Il fallait trouver des arrangements, il fallait trouver des solutions. Ils partent et ils surviennent encore. Aujourd'hui, c'est un groupe depuis 2013, avec toute la marmaille qui a entouré cette affaire. Vous vous rappelez que tout le monde dit que c'est un président américain en 2013 qui a appelé pour dire au M23 de quitter. Et tout de suite, le M23 a quitté les sols congolais. Aujourd'hui, ils ressurgissent. Nous devons faire la même chose. Est-ce que doit-on mettre ce pays dans ces cirques où on négocie, on signe des accords, et demain ça revient? Voilà pourquoi moi j'encourage le gouvernement de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, de continuer sur ce front militaire. Il est important. Le front militaire peut nous permettre de régler définitivement cette question sans négocier avec qui que ce soit. C'est possible. Parce que du moment où il est établi clairement, le M23 est soutenu par le Rwanda, d'ailleurs pas soutenu, le M23 c'est le Rwanda qui nous agresse, et que l'ONU fait semblant de condamner le Rwanda, c'est que l'ONU est complice de ce que le Rwanda fait. Alors quand on voit l'ONU, on voit des pays entiers qui existent. Alors, qui n'ont pas abandonné le plan qu'ils ont sur la RDC. Le plan qu'ils ont sur la RDC, c'est la balkanisation. Il y a la balkanisation. L'infiltration. Il y a l'infiltration. Il y a aussi, comment on va appeler, c'est un peu ce que vit aujourd'hui l'Irak. On vient, on sort un président qui est connu légitime, patriote. On met une marionnette. La mise sous qui tutelle. vient de quelque part. Mettre sera... sous tutelle les Voilà, RDC. mettre sous tutelle la République. C'est plusieurs plans. Est-ce qu'on peut mettre sous tutelle la République démocratique du Congo avec quelqu'un qu'on peut commander à tout moment? Est-ce qu'on peut séparer les régions pour en faire des États? Ce sont des projets qui existent et qui sont en train d'être tentés. Alors, est-ce que nous, on doit seulement rester comme ça? Je sais que le gouvernement est très sage. Et je salue la sagesse du gouvernement et du président de la République. Le front est tellement important. Le soutien derrière le Rwanda sont importants que dans la mesure où nous n'avons pas une force palliative, une force qui nous aide, à un moment donné, nous sommes obligés de coopérer. C'est un peu comme la RDC qui se bat contre les grandes puissances du monde. Ces grandes puissances qui se sont servies d'un petit État qu'on appelle le Rwanda, qui a commencé à nourrir des ambitions, qui a commencé à enseigner aux enfants que notre territoire va jusqu'en République démocratique du Congo. Le Rwanda qui sait qu'il ne peut pas vivre sans la RDC, sans les conflits avec la RDC. Alors, pensez que le Rwanda peut négocier avec nous et accepter volontiers que la paix doit persister à l'Est, c'est fantasmé. Alors, c'est fantasmé. En disant cela, Ouais. est-ce que nous pouvons accepter ce qui est repris dans ces communiqués, là où on dit au point I, on demande le désarmement et cantonnement du M23 en territoire congolais sous le contrôle des FARDC, de la force régionale et du mécanisme ad hoc de vérification. Désarmement et cantonnement du M23 en territoire congolais, quand on sait que le M23, c'est le Rwanda. Non, mais écoutez, ça c'est d'abord beaucoup plus diplomatique. Je connais la syntaxe qui a été utilisée. On peut arrêter les éléments M23, ok? Le droit de la guerre, le droit humanitaire international ne permet pas quand on a capturé ou les gens se sont rendus, qu'on les tue. On va les cantonner, les encercler. Le mécanisme de vérification va identifier, il va trouver que ce sont des Rwandais. Il va trouver que s'il y a d'autres nationalités à l'intérieur, on va voir. C'est un peu une façon de mettre à nu le complot.
Mais allons-y un peu plus que là. Nous vivons la même situation dans le monde. C'est l'Ukraine, par exemple. Les États ne se sont pas limités à dire qu'ils condamnaient l'agression russe en Ukraine. Aujourd'hui, près de 7 milliards de dollars sont dépensés, qui viennent principalement des États-Unis, pour appuyer l'Ukraine. On donne des armes à l'Ukraine, on donne des munitions, on donne des équipements, tout ce que l'Ukraine demande pour cette agression, on le lui donne. Il est agressé par un État qu'on appelle la Russie. Encore qu'il y a un débat à faire là-dedans pour savoir si la Russie a tort ou elle a raison de le faire. Le même cas de figure, la République démocratique du Congo est agressée par un État voisin, qu'on appelle le Rwanda. Ça fait plus de 25 ans la guerre, l'agression. Plus de 10 millions de Congolais sont morts. En Ukraine, on n'est même pas arrivé encore à 1 million. On n'est pas en train de négliger ce qui tombe. Vous voyez? Mais par rapport à la RDC, nous sommes à plus de 10 millions de morts documentés par l'ONU. Alors, qu'est-ce qui fait que l'ONU maintienne la République démocratique du Congo sous embargo, lui interdise l'achat des armes, bloque les armes de la RDC, quand bien même l'ONU sait que la RDC est agressée par un voisin. Alors, qu'est-ce qui fait que le Rwanda, lui, qui nous agresse, les rapports des experts de l'ONU le démontrant, pourquoi le Rwanda, lui, n'est pas sous embargo? Pourquoi au Rwanda, l'ONU a accepté qu'on peut vendre des armes? Le Rwanda vit de la commisération de la communauté internationale. La communauté internationale, pour celle-là qui soutient le Rwanda, elle est complice. Sur toute la ligne, ce n'est pas à démontrer. C'est clair comme de l'eau. Nous sommes sous embargo, encore que tantôt on dit, on a prorogé l'embargo avec le mécanisme de notification. Tantôt on dit, vous n'êtes jamais sous embargo. Tantôt, on prend nos armes, on les confisque. Sous prétexte que nous sommes blacklistés. Un État qui ne peut pas acheter des armes. Alors, toute cette complicité fait que notre gouvernement, notre président, soit prudent, très prudent. Ce plan, ils ne l'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà, à un moment donné, le Katanga était déjà devenu un État. Des ambassadeurs occidentaux étaient accrédités déjà au Katanga. Nous savons ce qu'on avait fait pour défaire cette sécession katangese. Et notre pays est resté uni dans ses frontières. Ils ne l'ont pas abandonné, ce plan. Ils ne condamnent pas l'agression. Ils ne nous donnent pas le moyen pour combattre l'agression. L'ONU a fait plus de 20 ans avec nous. Elle est incapable de battre un groupe rebelle, terroriste. Alors, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes ou sur l'appui de certaines puissances qui peuvent compatir avec nous et qui peuvent nous assister pour défaire totalement l'ennemi. Cela veut dire que le mini-sommet de Luanda, le communiqué final est trop facile pour être vrai. Le mini-sommet, je dis que je les salue. Je salue tout ce qui a été fait, le ton qui a été utilisé. Mais écoutez, ça peut se limiter seulement à la lecture. Ce n'est pas la première fois qu'une feuille de route a été définie. On a encore été à Luanda. Une feuille de route avait été prise. Est-ce qu'elle a été respectée? Voyez-vous? Alors, je sais que notre gouvernement ne s'appuie plus sur ces histoires-là. Notre gouvernement a levé l'option de sécuriser notre territoire. Et c'est le plus important. Est-ce que ce n'est pas une façon de berner les Congolais, de les maintenir dans une sorte de distraction pour que sur le front militaire, le M23 puisse encore se déployer et récupérer des zones? On a assisté à cela. D'un côté, oui, parce que c'est une distraction. On essaie de nous mettre dans un truc du genre, on a accepté et tout ça. De l'autre côté, c'est le refus d'accepter
l'impuissance constatée. Ça veut dire, le M23 est déjà défait. Notre armée s'est bien comportée. Notre armée a récupéré les territoires. Alors, il faut attribuer cette victoire à la région. Aux forces de la région. Aux forces de la région. Qu'est-ce qu'il faut? Vendredi, 18h, c'est fini. Alors, quand on constate que c'est fini, on va dire, ben écoutez, ce n'est pas le gouvernement de la République. C'est les forces de la région. C'est les forces de la région. Alors, pour nous, tant qu'on veut la paix, tant qu'on a besoin de la paix, vous pouvez vous attribuer la vedette. Ce n'est pas un problème. Si on a la paix, nous, ça nous va. Voyez-vous? Mais tous les Congolais savent que notre président ne dort pas. Il est plus que jamais déterminé. Je vais vous donner un autre exemple. En fait, Kagame avec le Rwanda, c'était mal habitué. Quand il faisait ce genre d'expédition, ça faisait immédiatement fléchir Kinshasa. C'est dans le même contexte qu'en 2009, quand il fallait négocier avec le CNDP, on a accepté, parce qu'ils avaient récupéré quelques localités. Alors la condition pour qu'on se retire, vous devriez nous intégrer dans l'armée. Nous devrions devenir des députés, des sénateurs, des gouverneurs. Nous devrions entrer en politique. Vous devriez nous accepter comme des Congolais. Et Kinshasa avait signé. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'ils ont envahi notre pays, qu'ils ont agressé, à l'époque, donc en 2009, le gouvernement de l'époque n'était pas en mesure de faire un front avec eux. Il fallait négocier avec eux pour être en paix. Et il fallait signer n'importe quoi. C'est comme ça qu'on avait signé en 2009. Quand ils voient que oui, une grande partie des accords avait été respectée, mais une autre partie n'avait pas été respectée, ils ont créé un mouvement qu'ils ont appelé le mouvement du 23 mars. Les gens qui sont présumés avoir déjà intégré l'armée en 2009, ces gens revendiquent, ils disent, ben écoutez, les accords de 2009 n'avaient pas été complètement exécutés. Ils créent le M23. Voyez-vous? Ils revendiquent encore. Alors, ce qu'ils voulaient nous faire, c'est effectivement ça. Maintenant, ils occupent des localités. Pour faire fléchir Kinshasa. Pour faire la même chose qu'en 2009. Mais ils ont trouvé que la RDC a un baoba à la tête, a un patriote qui a refusé. Il a dit, je ne signe rien avec vous. Vous vous retirez. Si vous ne voulez pas aller par diplomatie, vous allez partir par la force de feu. Donc, même quand l'ONU a apporté une caution morale au M23, pour dire que ce serait une armée conventionnelle, Tshisekedi a décidé avec le militaire de frapper. C'est de dire, même si on n'a pas d'armes qu'il faut, même avec des couteaux et des machettes, nous allons nous battre, nous allons vaincre l'ennemi. C'est ce qui est en train de se faire. Alors. Donc, cette fois-ci, le M23 a perdu. Kagame, dans sa stratégie, cette fois-ci, cette stratégie n'a pas marché. Vous savez, avant même qu'on en arrive là, regardez les communiqués de tous les États occidentaux ou des autres. Non, il fallait dialoguer. Tu sais ce que ça a insinué? Il fallait revenir encore à la table des négociations, mais avec le M23 qui occupait des localités. Donc, en position de force. Maintenant, ils partent sans négocier. Donc, le M23 va partir sans signer quelque chose avec Kinshasa. C'est une grande victoire. Mais dans ces communiqués, final, on dit reprise du dialogue bilatéral entre la RDC et les Rwandais en vue de la normalisation des relations diplomatiques et de la reprise de la coopération dans 60 jours. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Dans le droit international, ce qui est d'abord privilégié, c'est le règlement pacifique des différends. Depuis la charte de l'ONU, vous ne trouverez nulle part où on favorise la guerre ou des relations biaisées entre États. Pas du tout. En matière, justement, du droit international, on privilégie la paix, le bon voisinage, parce que nous sommes des citoyens du monde. Vous voyez, nous sommes obligés de coopérer.
On a attribué le monopole de la violence internationale à l'ONU en vertu de son chapitre 7. Ça veut dire, on permet quand même à l'ONU de prendre une certaine forme de mesure coercitive au cas où la sécurité et la paix internationale dans le monde sont menacées. Voyez-vous? Alors, c'est normal qu'entre États de la région, qu'on dise, vous pouvez répondre des contacts pour normaliser des rapports. Ça, c'est un choix que notre pays peut faire. Tant que le Rwanda accepte de cesser son agression, nous allons coopérer comme État. Partout dans le monde, ça s'est fait. La France et l'Angleterre étaient en conflit pendant 100 ans, la guerre des 100 ans. Mais aujourd'hui, c'est des grands amis. On ne va pas parler de l'Allemagne d'Hitler avec les autres États européens. Vous voyez, les relations ont été normalisées. Et donc, la normalisation des rapports bilatéraux et tout ça, c'est inhérent à l'existence des États en tant que citoyens du monde. On est obligé d'être ensemble. Mais nous, ici, nous sommes dans un cas. Nous sommes victimes d'une agression. Même l'Ukraine et la Russie. Vous savez qu'ils se parlent. Il y a des réunions de sommets qui se tiennent. Bien qu'en guerre, ils parlent. Vous voyez, on peut parler ici entre chefs d'État. Imaginons que vous étiez un chef d'État et que moi je suis chef d'État. On peut parler comme ça. Mais nos armées se battent là-bas. Ça, ce n'est pas interdit. Et donc, il faut prendre ça comme ça. Ça veut dire, cette normalisation, ce n'est pas genre, on part, on dit, ben, M. Kagame, on est revenu. Pas du tout. On va pas nous imposer les retours de Vincent Karega comme ambassadeur à Kinshasa encore. Donc, dans 60 jours, le revoir à Kinshasa. Non, pas du tout. Ici, le vrai problème, c'est que le Rwanda se sent coupable. Le Rwanda se sentant coupable. Mais vous avez démontré quelque chose de très important en faisant appel à l'histoire que le Rwanda, surtout depuis avec à la tête le président Kagame, même avant qu'il soit président, n'a jamais respecté les accords. Il a toujours utilisé le plan B. Après Arusha, les accords d'Arusha signés, mais Abiyarimana tué. Les accords de Lusaka signés, M. Laurent Désiré Kabila tué. Là, le communiqué final signé, on peut-on craindre quoi? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on ne va pas dire que l'histoire va se refaire. Pas du tout. Ici, nous le disons pour essayer d'avertir. Parce qu'à un moment donné... De réveiller les Congolais. De réveiller les Congolais. À un moment, on peut se trouver dans cette... Vous voyez, on refait les mêmes choses à des moments différents, mais on n'a peut-être pas l'impression que c'est des choses qui ont été déjà faites. C'est un peu notre rôle quand on essaye de fouiller cette histoire. On a des éléments. Je me débat un peu par rapport à ce conflit de l'Est, parce que ça dérange. Vous savez, je suis auteur d'un livre, l'Afrique et l'Occident, un mariage de merde. Donc j'ai essayé de développer un certain nombre de choses dans cet ouvrage, que d'ailleurs j'invite nos téléspectateurs à lire. Vous voyez? Alors, on fait un peu cette histoire-là. On aime notre président, les Congolais aiment leur président parce qu'ils le voient déterminé. Il le voit déterminé, il a même promis qu'il pouvait supporter même le sacrifice suprême parce qu'il fallait refaire l'unité du pays. C'est un peu comme Mobutu à l'époque, il disait, même s'il faut pactiser avec le diable pour refaire l'unité du Congo, il était prêt à le faire. On a un président déterminé. Il a la volonté de le faire, il le démontre, il le fait. Vous voyez? Mais alors, c'est notre rôle aussi de dire, Monsieur notre président, que nous aimons beaucoup, les Congolais vous aiment beaucoup, mais voilà aussi un autre point de vue. Ces gens, même quand vous parlez avec eux, vous pouvez signer avec eux. Ils peuvent dire qu'ils se retirent, mais soyons seulement très prudents et très vigilants. Souvent, dans les négociations qu'ils proposent, ils ont toujours un plan B. Ils ont toujours la ruse. Ils ont toujours la ruse, la duperie, vous voyez, la mesquinerie, la fourberie, la tromperie. C'est un peu les genres de manœuvres qu'ils font pour atteindre leur objectif. Et malheureusement,
dans tout ce processus qu'on cite, il y a toujours la communauté internationale qui appuie, qui nous pousse à le faire. Et quand les dégâts arrivent, ils sont dédouanés, ce n'est pas nous. C'est entre vous. Alors, quoi de plus normal que nous, on soit prudents? Alors, la mobilisation générale doit continuer. Les Congolais doivent continuer à soutenir les FARDC et le commandant suprême. J'ai d'ailleurs une campagne, à la suite du message du président. Déjà, au premier message, parce que les gens pensent que c'est ce deuxième message du président qui appelait les jeunes. Déjà, le message qui a précédé celui-ci, le président avait appelé les jeunes à démontrer le soutien qu'ils amènent au FARDC en s'enrôlant dans le rang des FARDC. À l'époque, avec le collectif des communicateurs de l'Union Sacrée, que je chapeaute, on avait fait une démarche. On avait été voir le chef d'état-major général de l'époque, c'était le général Célestin Mbala Moussessé. On a eu d'ailleurs des discussions, c'était très approfondi avec ses équipes, parce que pour nous, il fallait faire deux campagnes. Ces campagnes devraient se faire dans des églises, ça devrait se faire dans de grands marchés, pour mobiliser les jeunes à s'enrôler. Mais alors, regardez le message de la mobilisation générale. C'est un peu ce qui étonne la communauté internationale. Elle ne sait pas faire tout ce plan. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ils sont devant un président qui est d'abord accepté par son peuple, par sa population. Quelles que soient nos divergences, au moins que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, les Congolais sont d'accord avec Félix Tshisekedi. Ça, c'est notre frère d'abord. C'est 100% accepté. Et les Congolais se disent, notre frère, il se bat pour nous, même si nous avons des points de vue divergents. Donc, tous les Congolais ne sont pas capables d'accepter la scène que la communauté internationale veut nous imposer. Alors, le président a cette acceptation-là. La preuve, ne fût-ce qu'un message de mobilisation générale. Il y a plus de 10 000 jeunes qui se sont enrôlés. D'eux-mêmes. Sans qu'on dise, ben, on a séquestré l'université, on a imposé les gens à partir. Pas du tout. De leur propre volonté. Les femmes comme les hommes. Ils partent s'enrôler eux-mêmes. Ils sont prêts à défendre leur pays. Moi, beaucoup m'appellent. Beaucoup m'appellent, ils me demandent, mais ça s'est fait où ces histoires? On doit aller s'enrôler pour défendre notre pays. Alors, ça veut dire que cette mobilisation générale a démontré, et au Rwanda, parce qu'il faut rappeler, le Rwanda c'est un petit pays comme ça. Et nous, nous sommes un grand pays comme ça. Si notre population se décide de se défendre, même avec des couteaux, même avec, je veux dire, des arbres, le Rwanda ne peut pas résister comme pays. Même s'ils ont des arbres, ils ne peuvent pas. Nous sommes tellement nombreux que nous ne nous imaginons pas un scénario dans ce sens. Voyez-vous? Alors, c'est des choses qui doivent interpeller la communauté internationale. Parce que les Congolais en ont ras-le-bol. Les Congolais sont fatigués de voir que la même aventure, le même soutien, le même modus operandi, et ça gêne les Congolais. Et ils sont prêts un jour à se réveiller un matin et à décider de se prendre en charge des dégâts collatéraux que la communauté internationale ne saura réparer. Donc, c'est le temps ou jamais. Le président Félix est ouvert, mon Dieu. Je ne sais pas ce que ces gens cherchent. Le président est ouvert, il est prêt à coopérer avec toute la puissance, mais dans le gagnant-gagnant. Ce qu'ils veulent avoir par des groupes armés, des groupes rebelles. Pourquoi ne pas venir au grand jour les soumettre au président, en parlant, en discuter comme il le fait avec beaucoup? Voyez-vous? Et donc, nous mettons en garde tous ceux qui soutiennent le Rwanda, qui soutiennent le M23. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes un peuple qui est prêt à tout. Je dis prêt à tout. C'est juste qu'on a un président très démocratique. Qui laisse le temps au temps. Très tolérant. L'actualité reste à continuer sur Télé 50. On continue ce matin, 50 bonjour avec mon invité, Donat Kabasele, coordonnateur du collectif des communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation.
Donald Kabasele, on va chuter, mais avec cette question, doit-on faire confiance ou non à ces communiqués? Nous devons rester vigilants. Ben, ça veut dire, nous faisons attention aux communiqués, c'est un fait. Ça ne nous demande pas des efforts d'accepter les communiqués, voyez-vous, on l'accepte. Mais moi je pense que comme l'ONU nous refuse l'achat des armes, je ne veux pas que demain l'ONU se retourne contre nous quand nous on se sera décidé d'avoir les armes chez ceux qui acceptent de nous en fournir. C'est aussi un problème. Jusque-là, nous sommes dans des négociations pour que l'ONU accepte de nous vendre officiellement les armes. L'ONU refuse. Nous avons déjà compris que c'est une complicité entre l'ONU et ceux qui nous agressent. Il ne faut pas que demain, quand nous allons nous tourner vers des États qui sont, eux, en mesure et acceptent de nous fournir des armes, de nous donner l'aide nécessaire en cette matière-là, pour nous défendre, il ne faut pas que l'ONU se retourne encore contre nous. Il ne faut pas qu'on dise demain que le président Tshisekedi s'est tourné vers d'autres puissances et a abandonné les puissances traditionnelles. C'est une réflexion d'un Congolais. Ce n'est pas le point de vue du président Tshisekedi. C'est moi qui réfléchis. Je sais que c'est une scène à imaginer. Comment peut-on être en partenariat privilégié, en accord, en tout ce que nous connaissons, avec les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, tous ces États-là, et nous vivons pas la paix. Nous vivons la guerre chaque jour. On tue chez nous, on viole chez nous, on détruit chez nous, on fait tout chez nous. Mais nous sommes dans des ambassades, nous nous fréquentons mutuellement. Chez vous, vous êtes en paix et chez nous, on souffre. Est-ce que ça sera injuste que nous aussi, on se décide de coopérer avec des gens qui ne peuvent pas nous voir pleurer, qui ne peuvent pas nous voir enterrer nos morts, qui ne peuvent pas nous voir violer, qui peuvent faire cesser tout ça? Pourquoi les gens parlent de la Russie? C'est parce qu'ils ont vu le preuve de la Russie. Au Mali, en Centrafrique ici. Les rebelles étaient même dans la capitale Bangui. La France, avec des opérations Serval, avec des négociations, avec la MINUSI ou la MINUSCA, je ne sais pas, quelque chose comme ça. MINUSCA. Mais quand la MINUSCA, mais quand les Russes sont venus en Centrafrique, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de guerre en Centrafrique. C'est des petits groupes, des trucs isolés. La capitale, elle est en paix, les provinces sont en paix, et tout est en paix. Alors c'est pourquoi un peu les gens sont tentés de dire, autant être avec les Russes qu'être avec l'autre bloc. Alors, on n'a pas encore levé ce choix-là, cette option-là. Est-ce que la communauté internationale peut nous suivre? Est-ce qu'elle ne peut pas se rattraper? Est-ce que ce n'est pas possible? Parce que nous n'accepterons pas, en tant que pays, que la même situation perdure. La paix se gagne. La paix se gagne. Nous serons obligés de prendre toutes les voies qui s'offrent à nous pour avoir une paix totale et durable. Que d'être avec des partenaires qui, eux, nous font poireauter. On est dans des salons, on est dans des accords, on est à la télévision, on est dans des photos, mais chez nous, on enterre, on viole, on fait. Et donc, je pense que je peux être compris peut-être. Merci beaucoup. Je ne suis pas membre du gouvernement. Mais c'est un Congolais qui réfléchit pour défendre. Chacun doit jouer sa partition là où il est pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Eh bien, vous avez fait votre rôle en tant que Congolais politique que vous êtes, de pouvoir hausser le temps, démontrer que les Congolais ne sont pas d'accord avec la situation d'insécurité entretenue volontairement par des puissances pour piller les ressources naturelles de notre pays.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Monsieur Crispin. Je profite aussi de votre micro pour saluer tous nos combattants de l'UDPS et tous les Congolais qui ont pris le plaisir de suivre cette émission. Merci beaucoup à tous les combattants de l'UDPS, à Limete, à Mombele, Ils sont partout, même devant chez vous ici. à Kanyabayonga, à Kisantu, Même devant chez vous. même devant Télé 50. Merci beaucoup et nous profitons de l'occasion aussi pour dire bon anniversaire à Dada Mondele qui fête son anniversaire aujourd'hui de la part de Mwini Zaira. Mwini, les caméramans de Télé 50, je souhaite bon anniversaire. Ainsi qu'Alfred Mbabou, bon anniversaire aussi à Patricia Kalala de la part de Francine Mbombo. Télé 50, 50 bonjour, c'est fini. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain à 18h avec d'autres invités. Nous allons parler politique, sport aussi. Oui, c'est en plein Coupe du Monde, on va quand même faire l'actualité. Mesdames et messieurs, au revoir, à la prochaine.